Bonjour. Allons faire un petit tour dans le Grand Sud, plus exactement dans le massif des Alpilles, un petit massif calcaire qui a beaucoup de charme, en gros entre Arles et Cavaillon est-ouest, et au nord Saint-Rémy-de-Provence, au sud Saint-Martin-de-Crau. Cette région est protégée par un parc régional où les nouvelles constructions sont interdites et c'est une bonne chose. Le sujet aujourd'hui, c'est le château d'Estoublon, très médiatisé ces dernières années, puisque Carla Bruni, l'épouse de Nicolas Sarkozy, a une part sur ce château. Le château d'Estoublon se situe où? Eh bien, entre la commune de Fontvieille et la commune de Maussanne, mais point de vue administratif, on est entièrement sur la commune de Fontvieille. C'est un très vaste domaine de 300 hectares, avec 120 hectares d'oliviers et une vingtaine d'hectares de vignes. Il y a donc encore une grande surface en théorie où on pourrait planter de la vigne, mais les associés, qui sont 3, ont une autre stratégie que je vais vous expliquer. Je vous présente le château d'Estoublon en rouge dans le millésime 21, le millésime 21 étant marqué par des gelées printanières importantes et qui ont même touché la Provence. Mais le reste de l'année a été belle et finalement les volumes à la clé ont été tout à fait corrects, ce que n'est pas le cas du nord, des vignobles du nord. C'est un vin rouge qui est à base de 3 cépages, le Mourvèdre, la Syrah et le Cabernet Sauvignon. Ça, le Cabernet Sauvignon, c'est une particularité de ce vin et qui le rend, à mes yeux, très intéressant. Alors pour parler un petit peu de ce domaine, il faut parler un peu des investisseurs. Ils sont 3 donc. Hormis Carla Bruni, il y a l'associé majoritaire, Stéphane Courby, un homme d'affaires avisé et peut-être un peu trop par moment, je vous expliquerai pourquoi. Et Jean-Guillaume Prat. Jean-Guillaume Prat, c'est qui? Eh bien, c'est le fils de Bruno Prat qui a présidé aux destinées du château Coste-d'Estournel à Bordeaux, en Médoc. Sans doute le meilleur Saint-Estèphe du secteur, avec son dauphin Montrose, lequel d'ailleurs a, à mon sens, un meilleur rapport qualité-prix. Il y a donc 3 investisseurs qui comptent bien, évidemment, rentabiliser l'affaire. Leur stratégie, en fait, c'est d'une part entrer dans le marché du rosé, parce qu'en Provence, c'est évidemment incontournable, et puis s'étendre et acheter d'autres propriétés. Ils ont récemment pris le contrôle de Villa Beaulieu, dans la région d'Aix-en-Provence, et du domaine de Cantarelle, qui lui est sur le département du Var, un peu au nord de Saint-Maximin-la-Baume. Au départ, si vous voulez, donc, il y avait la production du château lui-même, un château d'Estoublon. Et puis, ils ont voulu faire du rosé et ils n'avaient pas suffisamment de raisins pour ça. Et ils ont préféré donc acheter des raisins plutôt que de s'étendre, parce que s'étendre, il y a une latence importante avant de pouvoir produire du volume, évidemment. Ils ont donc dû prendre un statut de négociant. Et aujourd'hui, ils cherchent à être autonomes dans leurs achats. C'est pour ça aussi qu'ils ont racheté ces domaines. Ce fameux rosé de négoce s'appelle Rose Blood et on en fait des gorges chaudes dans les médias. Personnellement, pour l'avoir goûté, je le trouve sans intérêt particulier, c'est-à-dire à l'image de beaucoup de rosés de Provence qui se vendent d'ailleurs très bien. Ils font également maintenant un blanc sous cette même étiquette. Le problème, si vous voulez, c'est que ces vins sont vendus, n'est-ce pas, bien sûr au domaine et ailleurs, mais que l'étiquette, n'est-ce pas, est assez discrète sur son statut de vin de négoce. Et il est bien évident qu'une tripotée de gens qui achètent ça sont persuadés qu'il s'agit des vins de la propriété. On est donc à la limite de la mention trompeuse. On est dans une zone grise. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris les contrôles d'autres châteaux pour échapper à cette critique. Il ne reste pas moins vrai qu'actuellement l'étiquette est pleine d'ambiguïté. À part ça, donc, château d'Estoublon produit du rouge, c'est le cas, ce que je vous montre aujourd'hui, et bien sûr du blanc et du rosé.
Ce vin donc 2021, il a 4 ans et donc il doit être très agréable à goûter aujourd'hui. Alors revenons un petit peu sur l'encépagement. Si la Syrah et le Mourvèdre sont attendus dans cette région, encore que la Syrah, bien sûr, c'est surtout le cépage des grands vins du Rhône du Nord. Par contre, le Cabernet Sauvignon, on peut s'interroger pourquoi ici il se donne de bons résultats. Et bien c'est dû au sol. Parce que dans les sols, à part bien sûr des ensembles argilo-calcaires, comme très souvent en France, il y a aussi ce qu'on appelle des galets roulés. Hein, c'est des galets qui ont été amenés par les fleuves au fil du temps. Et bien sûr, on ne peut pas penser à l'analogie avec les graves bordelaises, parce que finalement, c'est un peu la même chose. Ces graves roulés, on en trouve donc dans la vallée du Rhône, on en trouve aussi dans le Languedoc, suite à l'érosion et aux fleuves, aux rivières qui descendent des Cévennes. Donc quand même, là, on est frappé par l'analogie entre les graves bordelaises et ces galets roulés. Et d'ailleurs, pour revenir à Bordeaux, je vous ai parlé un petit peu de Château-Montrose. J'ai visité Château-Montrose il y a bien longtemps et il y a des secteurs, on se demande franchement où la vigne trouve de quoi se nourrir, parce que ce n'est que des énormes galets. Parlons un petit peu des associés. Donc Carla Bruni sert en fait d'ambassadrice, si vous voulez, du château et notamment de cette marque Rose Blood. Et puis il y a donc Stéphane Courby, un homme d'affaires qui a déjà beaucoup de réussite. Hein. Il a pris le contrôle de la société Banijay, qui est une société de production télévisuelle et qui travaille avec France Télévisions. Il a aussi une grosse affaire de paris sportifs et aussi un départ dans des sociétés immobilières, notamment en montagne. Il a d'ailleurs eu une petite casserole à un moment donné pour des constructions illégales. Enfin, tout ça, c'est terminé. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a une autre casserole, c'est qu'ils ont voulu, sur la propriété du château d'Estoublon, s'étendre et faire des chais modernes à la place d'un vieux mas, le mas de Redon, de Montredon. Et ils l'ont fait sans respecter, si vous voulez, les contraintes administratives, permis de démolir, permis de construire. Et on en est là, donc il y a un procès en cours. Et ça va sans doute chauffer. Le maire de Fontvieille est très en colère avec cette histoire-là. Comment ça va se terminer ? Ils vont probablement être condamnés. Comment ? Est-ce que simplement il va falloir faire un chèque ou autre chose ? Il y aura certainement des dommages et intérêts vis-à-vis de l'État via les Bâtiments de France et peut-être des dommages symboliques pour la mairie. On s'étonne d'ailleurs que des gens aussi avisés fassent des bévues pareilles. Mais bon. Un petit mot donc de la direction technique. Hein. C'est un monsieur qui s'appelle Victor Joyeux et qui donc supervise le travail à Estoublon. Hein. C'est une PME, hein. On est très très loin des petits producteurs et d'une certaine manière, le château d'Estoublon est géré comme les grands châteaux bordelais. Question court, ce vin-là est à peine un petit peu moins de 30 €, ce qui est déjà un certain prix. Le rosé, eh ben, ils font deux gammes en fait, une gamme de base et une gamme censée être très supérieure. Mais ça je n'ai pas goûté, hein. J'ai goûté que les cuvées de base. Alors une fois dans une interview, il y a Jean-Guillaume Prat qui a dit quelque chose qui m'a amusé à propos donc de ce secteur. Et il a dit, ici on vend un mode de vie. J'aime beaucoup cette formule d'abord parce que c'est vrai, mais il se tire un peu une balle dans le pied parce que si on extrapole ce qu'il dit, ça veut dire finalement le produit qu'il y a derrière, bof, c'est pas vraiment le sujet. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il disait à ce moment-là. Notez bien que tout le monde n'est pas comme moi à éplucher tout ça. Nous allons donc goûter ce Estoublon 2021. Belle robe qui évoque un peu le jus de framboise ou de cassis. Un peu trouble. Joli nez. On retrouve bien sûr ces fruits rouges sur le cassis. Un peu de mûr aussi. Un nez un peu crémeux, très agréable. Un peu trouble.
C'est bon ça. C'est bon. C'est peut-être un peu cher payé, mais c'est un bon équilibre. Les tanins ne sont pas envahissants et d'une finesse tout à fait correcte pour le prix, quoi. Alors, ces vins rouges de Provence sont-ils sous-estimés? Moi, je pense que oui, ou plutôt, c'est les rosés qui sont surcotés. En fait, en Provence, les vignes servent avant tout du raisin rouge, qui sert pour le rosé, et les producteurs ne poussent pas trop le rouge. Le blanc sec un peu plus, mais ça va pas loin. Dans le secteur d'Aix-en-Provence, par exemple, sur ce millésime, on avait quand même 86% de rosé et le reste 7% en blanc et en rouge. Ces vins-là donc gagnent à être connus et il faudrait simplement faire attention au prix, c'est une évidence. Voilà.